Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale Maïcha du 8 mars, une journée qui est dédiée aux droits des femmes, une journée qui est célébrée dans le monde entier. Mayotte la première également a voulu vous donner la parole à travers l'émission qui est dédiée à la femme tout au long de l'année sur Mayotte la première. Aujourd'hui, parole à travers l'émission qui est dédiée à la femme tout au long de l'année sur Mayotte. Une trace, comme nous toutes, une trace dans différents domaines. Cette émission est une ode avant tout à l'inspiration, mettant en avant la force, la créativité et la résilience des femmes de Mayotte. Merci encore une fois de votre fidélité sur Mayotte la première. Nous avons un très beau programme pour vous. Bien évidemment, une émission autour du 8 mars se fait avec des femmes inspirantes qui sont à mes côtés, qui vont pouvoir également partager leur parcours, revenir également sur quelques défis auxquels elles ont dû faire face. Nous sommes avec vous, Delphine Hamadi. Vous êtes la première femme diplômée en théâtre, première femme mahoraise. Comment allez-vous? Bonjour, ça va super bien, merci. Merci également d'être avec nous. Nous avons la gardienne du patrimoine, Tambati Moussa. Merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi avec une femme première dans plusieurs domaines. Elle nous en parlera tout à l'heure. Première femme députée, première femme médecin également mahoraise. Première femme mère, élue aussi en même temps qu'une autre la même année. On en parlera tout à l'heure. Merci d'être avec nous, Ramlati Ali. Ravie de vous recevoir donc sur ce plateau. Et puis, nous avons également notre journaliste télé, radio, grand reporter, Frahati Youssouf Saïd. Merci également d'avoir répondu à cette invitation. Nous avons aussi une femme gendarme qui représente ce métier. Merci d'être avec nous, Adidja Hassani. Et puis, celle qui va m'accompagner tout au long de cette émission, comment parler d'une journée internationale des droits de la femme sans lui donner la parole. Merci encore une fois d'être disponible. C'est vous, la déléguée, directrice plutôt régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, Taslima Souleymana. Comment allez-vous? Très bien, encore mieux depuis que je suis ici auprès de toutes ces femmes. Entourée de toutes ces femmes, vous allez sûrement revoir certains visages que vous avez vus, car oui, elles ont répondu un jour à l'invitation de cette émission qui est dédiée à la femme, donc Maïcha. Et puis celles que vous voyez qui n'ont pas répondu encore à cette invitation, ça se fera, n'est-ce pas? Le rendez-vous est déjà pris. Taslima Souleymana, dites-nous d'abord cette date, le 8 mars, une date qui nous réunit aujourd'hui et célébrée dans le monde entier. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors oui, cette date, elle est célébrée dans le monde entier et j'aimerais rappeler qu'en France, c'est depuis 1982, initiée par l'ancienne ministre Yvette Roudy. Alors, elle est essentielle parce qu'elle permet de rappeler certaines choses qui aujourd'hui paraissent tout à fait normales, tout à fait banales, comme le fait de voter, comme le fait de travailler pour les femmes, le fait d'avoir un compte bancaire. Tous ces éléments paraissent aujourd'hui totalement intégrés. Pour autant, avant, ce n'était pas possible. Donc, ces moments, c'est l'occasion de se souvenir de ce chemin parcouru pour les droits des femmes. Parce qu'on parle, oui, de droits, parce que c'est passé par des textes, par la législation, même si dans la réalité, entre la législation et la réalité, il y a encore toujours ce fossé. C'est pourquoi, tous les ans, il est essentiel de rappeler ce chemin et de faire un état des lieux, un point de situation sur ce chemin parcouru, mais aussi sur l'avenir, comment nous souhaitons évoluer pour encore plus de droits et d'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est ce que nous allons faire donc, tout au long de cette émission. Il y a peut-être quelque chose qui vous a marqué particulièrement cette année? Oui, alors cette année, très récemment, je prendrai une actualité très très récente, c'est que l'IVG a été constitutionnalisée. C'est-à-dire cette loi qui existait, qui autorise l'avortement, parce qu'il faut rappeler qu'auparavant, c'est une infraction. Une femme qui avortait pourrait se retrouver en prison. Donc depuis la loi Veil, l'IVG, qui était autorisée en France, aujourd'hui, elle a été érigée au rang constitutionnel, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le modifier comme ça. Un parti majoritaire, par exemple, ne pourra pas toucher à cette loi. Et c'est pour mieux garantir cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps, tout simplement. Même si ça fait encore débat, en tout cas pour nous, c'est justement l'image même de la semaine, ce vote historique qu'on vous propose de revoir. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852.
Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Et on a, nous aussi, même envie de nous lever et d'applaudir. Je pense vraiment qu'on peut applaudir pour toutes ces femmes et pour ce vote historique qui marque donc un tournant pour l'histoire de la femme partout, et déjà en France. Et puis pourquoi pas, peut-être qu'on sera l'exemple. Et d'ailleurs, on a parlé de l'IVG un petit peu partout. Une petite parenthèse pour vous parler de ce concours d'éloquence organisé par la Fondation des femmes, le prix Gisèle Halimi de cette édition également, qui a récompensé 2 femmes qui ont parlé donc de l'IVG. Et chez nous, à Mayotte, nous avons aussi une femme qui a participé donc à ce concours. Elle est avec nous dans le public. C'est vous, Siti Djamalia Hamidouni. Comment allez-vous? Ça va, merci. Parlez-nous de ce concours, un concours d'éloquence pour les femmes. Alors, ce concours, c'est vraiment Gisèle Halimi. C'est pour mettre en lumière des problématiques que rencontrent les femmes. Donc, l'année dernière, via la MGEN, on nous a proposé, si on souhaitait être candidat à ce concours. Du coup, j'ai été sélectionnée. Je suis allée à Paris et j'ai décidé de parler de la santé des femmes à Mayotte, parce que beaucoup de femmes laissent leur santé à la charge de leur mari. Ce sont des situations que j'ai vécues. Par exemple, une femme qui avait des soucis de santé, qui voulait aller se faire soigner à La Réunion, le mari lui a tout simplement dit écoute, si tu pars à La Réunion te faire soigner, ça va prendre du temps. Je vais me marier, je vais prendre une seconde femme. Mais il a tout simplement renoncé à sa santé pour garder son couple qui, à long terme, le mari a fini par prendre une seconde femme. Donc, c'est pas des situations qui sont isolées. Du coup, mon texte parlait vraiment de la santé des femmes qui, très tôt, les hommes sont les meilleurs responsables de leurs femmes. On leur dit, vous êtes responsables de vos épouses. À côté, quand il faut en prendre soin, il n'y a personne qui est là. Donc, je disais que y a l'affaire de la santé des femmes à Mayotte, c'est une affaire de tous, à la fois de personne. Donc, mon texte, c'était juste pour ça. Et à la fin, j'ai voulu dire si on pouvait être comme cette île qui a la forme hippocampe. Et c'est le seul animal au monde qui porte la grossesse. Donc, peut-être que nos hommes nous comprendraient mieux quand on rencontre des soucis de santé. Il faudra encore attendre, je pense, de nombreuses années. Merci beaucoup pour ces mots. Et puis, l'année prochaine, peut-être que... Merci beaucoup. Peut-être que l'une d'entre nous ira prendre part également à ce concours l'année prochaine. Merci beaucoup. En cette journée internationale des droits des femmes, nous ne pouvons pas parler des droits des femmes sans parler de la politique. Nous allons nous pencher à présent sur la présence des femmes mahoraises en politique depuis la loi sur la parité. Leur nombre a augmenté, mais est-ce que ça a réellement changé les choses? Est-ce que finalement on a réussi à se faire accepter par les hommes? Comment leur présence est-elle vécue également dans ce paysage politique à Mayotte? Ce magazine proposé par Konzoprod en partenariat avec Mayotte la Première et à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité explore justement cette question. On aura l'occasion de revenir après ce magazine et d'en parler. En attendant, soyez les bienvenus dans ce magazine intitulé « Femmes mahoraises, un long chemin vers le pouvoir ». Les femmes sont très influencées par les groupes, notamment les partis politiques, les groupes politiques. On les manipule très facilement pour aller à l'encontre d'une femme.
Une femme au conseil départemental, c'est une très bonne chose. Mais il faut savoir qu'il faut se battre tous les jours. Parce qu'à 2 reprises, j'ai failli être éjectée de la majorité. Nous faisons nos petits pas, mais nous ne devons pas se décourager, nous-mêmes nous voir stigmatisés. Quand on est femme, on doit travailler 10 fois plus. Elle a toujours été là, sur tous les fronts et les aspects de la vie politique mahoraise, mais souvent absente au poste de décision. Trouver sa place dans le monde impitoyable de la politique, un combat plus que d'actualité pour la femme mahoraise. Nous sommes allés à la rencontre de celles qui ont fait bouger les lignes ces dernières années. Mayotte, avec ses spécificités socio-culturelles, se caractérise par une organisation matrilinéaire. Ce sont les femmes qui héritent de l'habitation familiale. Dans la société mahoraise, la place de la femme est primordiale et la politique ne fait pas exception. Mayotte a été menée pendant longtemps par les femmes. Nous avons aussi notre mot à dire dans la politique mahoraise et on n'aura pas l'occasion de le dire, de le faire, c'est en politique qu'on pourra faire ça. Les femmes ont leur place en politique ici à Mayotte. Notre histoire a montré justement cette nécessité. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, comparé à Feu Zenabdere, paix à son âme, et à toutes ses consoeurs qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui, au sein de la nation française. C'est grâce à elle, quelque part aussi, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne prenons pas les bateaux à fortune pour aller ailleurs. Nous tenons, je tiens sincèrement à les remercier de leur engagement. Elles l'ont fait pour notre bien-être, à nous aujourd'hui de le faire pour nos enfants. Participer à la vie politique va de soi. De nombreuses femmes ont un parti et sont parmi les plus ferventes et fidèles adhérentes. Pourtant, le choix de s'engager n'est pas une évidence pour celles qui ont osé sauter le pas. Ça fait plusieurs années que je m'intéressais à la politique. Ça fait plusieurs années que mes idées, ma notoriété intéressaient des politiciens qui souhaitaient porter un projet ou qui se lançaient dans les élections. Mais il a fallu plusieurs années. Et surtout que ce soit moi-même qui me crée l'espace pour être candidate. Personne n'est venu me solliciter, m'offrir un plateau pour me dire, voilà, je souhaite que tu sois candidate. Pour beaucoup de femmes politiques mahoraises, il a fallu se faire violence pour sortir de l'ombre au nom de l'intérêt commun. Il a souvent fallu un déclic. Moi, je suis une descendante d'une châtueuse. Elle n'est pas assez connue. Elle s'appelait Ashura Miraji. Je considère que la politique fait partie de notre vie. La politique est dans notre santé, la politique est dans notre économie, la politique est partout. Mayotte a été menée pendant longtemps par les femmes. Nous avons aussi notre mot à dire dans la politique mahoraise. Et c'est là où vraiment on peut changer les choses. Je donne un exemple. Moi, j'ai eu des personnes en situation difficile. Par exemple, ma mère, pendant un certain temps, sa santé était fragile. Et quand j'ai intégré le conseil municipal de Dzaoudzi-l'Abattoir, tout de suite, je me suis pressée pour mettre en place le centre communal d'action sociale. Pourquoi? Parce que je sais que cet établissement, cette structure est là pour la population de Mayotte. Pour d'autres, le devoir d'assurer la relève a été le plus fort. Moi, j'ai peut-être eu la chance d'avoir vécu dans une famille où on a vu un homme qui a fait de la politique toute sa vie, en l'occurrence notre feu père Younoussa Bamana, et ça a quelque part facilité mon intégration dans ce monde.
Mais j'avoue que pendant mon exercice dans la commune de Sada, je n'ai pas manqué d'entendre des réflexions sexistes. La femme dans la cuisine, ce n'est pas une fonction pour une femme. On sent encore un certain frein des mentalités. Pour une majorité de femmes, l'engagement politique effraie, car il éloigne des standards de la femme mahoraise traditionnelle. Nous sommes élevés pour que la femme soit à la maison et l'homme à l'extérieur. C'est un peu notre culture. Là, je généralise. Et le fait de ne pas forcément côtoyer l'extérieur et d'être dans un monde où il y a plusieurs personnes, c'est un peu un handicap pour la femme. Beaucoup de nos femmes politiques ont eu à faire face à des a priori dus à leur sexe. Pour les missions, pour un homme, c'était plus facile que pour une femme. Il a fallu des moments que je hausse le ton, que j'aille jusqu'à discuter avec le président pour aller à une mission qui est normale. Ça fait partie de mes missions, mais il fallait que je me justifie, alors même que je considérais que c'était quelque chose de normal. Lorsque les élus ont décidé d'aller à Paris pour aller porter la voix de la lutte contre l'insécurité à Mayotte, je n'étais pas prévue dans une délégation. J'ai reçu un message du national me disant « Maïmounati, tu es où ?» Cette question m'a fait comprendre que j'avais une importance à apporter pour Mayotte. On était samedi 15h, samedi 20h, j'avais mon billet d'avion pour partir à Paris le dimanche à 20h. Oui, il fallait oser, il fallait y aller. Et ça, c'est quelque chose que je note qu'en tant que femme, on prend ses responsabilités et on y va. S'imposer peut aussi se faire vêtu d'un salouva, l'habit traditionnel de la femme mahoraise. La culture mahoraise, la culture d'une manière générale, est un élément d'émancipation d'un peuple. Moi, par exemple, je m'habille en salouva. Je suis fière de ma tenue, de la tenue traditionnelle mahoraise. Comme je peux m'habiller en pantalon, en robe, c'est aussi l'avantage d'être mahoraise et française. Donc on est libre de s'habiller comme on a envie. De simples vêtements, le salouva est aujourd'hui un instrument politique, arboré fièrement comme un étendard, devenu un symbole du militantisme et un hommage au combat de Zenam Déré, grande figure de la lutte pour Mayotte française. Il s'est fait une place à l'Assemblée nationale et sur les plateaux télé, à l'épaule de la députée Estelle Youssoufa.
s'engager en politique, reprendre le flambeau n'est pas donné à toutes. Celles qui franchissent le cap ont bien souvent un noyau dur, des proches qui les soutiennent. Mes frères et sœurs, ma mère, ma famille d'une manière générale m'a accompagnée quand je ne suis pas à la maison. Il s'occupait de mes enfants. Mon mari qui maintenant comprend parfaitement que il y a énormément de choses et il connaît mes compétences aussi, il m'accompagne là-dessus. Moi, je dis toujours que mon mari, c'est mon conseiller spécial. C'est vrai que quand on a un soutien de sa famille, de son noyau dur, la politique coule de source. Parce que là, on est tellement inspiré, on pense à tout. De toutes les façons, c'est pareil pour tout le monde. Lorsque l'on veut se lancer en politique, on s'assure quand même d'avoir quelqu'un avec qui... Le soir venu, on peut se dire j'ai un problème sur tel et tel sujet, qu'en penses-tu? Tout commence par une capacité relationnelle très affirmée avec la population, avec les communautés pour pouvoir enclencher un projet. En tant qu'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, j'ai senti que mon métier m'a beaucoup aidé dans l'exercice de cette fonction de maire. C'est un des aspects que je mets en valeur ici, à savoir cette capacité relationnelle pour mener à bien des projets. Parce que c'est avant tout un contact humain. Il faut bien avoir une famille solide autour de soi, car faire de la politique en étant une femme n'est pas chose aisée à Mayotte. Il faut être prête à prendre des coups. Dans ce monde de pouvoir, il faut avoir suffisamment de confiance en soi pour prendre ce pouvoir. Donc dans ce contexte de réflexion sexiste, où on tend à minimiser la femme, en face, on doit être suffisamment consciente de ses propres capacités, une grande confiance en soi pour faire face à ces différentes réflexions. Moi, je les ai vécues personnellement, je les ai vécues, mais je me suis vite rendu compte que c'était quelque part de la méchanceté gratuite, parce que certains le vivaient mal, que je sois arrivée à la tête. Quand je suis attaquée par des hommes, je me considère comme étant un adversaire potentiel et que c'est normal que de l'autre côté, on se braque, on se protège, c'est la loi de la nature. Parce qu'à 2 reprises, j'ai failli être éjectée de la majorité. Et là aussi, il a fallu le soutien du président, mais aussi le soutien de quelques collègues pour que ça n'arrive pas. Donc, une femme au conseil départemental, c'est une très bonne chose. Mais il faut savoir qu'il faut se battre tous les jours parce que c'est un rapport de force permanent. اللهم هو نتوسل إليك بنور مسكين أمتي محمد أمتي لفهر مسكين أمتي
Au milieu du tumulte politique et des bras de fer, Fatima Soufou a connu le bonheur de devenir mère pour la première fois. Une expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier. J'ai été vraiment malmenée, pas seulement par les hommes, mais aussi par les femmes. Et même quand il a fallu, quand j'étais en campagne, et que, comment dire, quand il fallait s'entre-attaquer, parce qu'en campagne, évidemment, et c'est ma collègue femme qui mettait ça en avant comme une faute, qu'en plein mandat, je me suis permise de tomber enceinte. Et ça, vraiment, il est vrai que ça m'a fait mal sur le coup. Ça a été un moment difficile. Tout au long de la grossesse, ça n'a pas été seulement après la grossesse, mais du début à la fin. Ces difficultés, ces freins, expliquent-ils la faible représentation féminine en 2022 sur la scène politique, si elles sont aussi nombreuses que les hommes au conseil départemental et présentes sur les listes pour les élections municipales, les femmes mahoraises sont absentes de la tête des exécutifs locaux. Je dirais que la loi nous a donné un coup de pouce, la loi de la parité au sein des conseils municipaux, au sein du conseil départemental, mais c'est vécu comme étant une obligation dans les partis politiques pour aller chercher des femmes quelque part juste pour compléter des listes. On le voit très bien. Je rappelle ici que les partis politiques non plus ne facilitent pas la tâche. Les hommes n'ont pas encore tout à fait intégré une femme qui soit à la tête. Dans notre société, nous avons toujours dans la tête des hommes la seconde place, la femme adjointe, la femme suppléante, le binôme qui est effacé. Les 17 communes de l'île, comme les intercommunalités, ont à leur tête des hommes. Dans l'Hexagone, les femmes ne représentent que 20% des maires. Une femme, Estelle Youssoufa, est députée parmi les représentants de Mayotte au Parlement. Nous sommes encore loin. Nous sommes encore très très loin. Parce que nous avons combien de maires femmes? Nous avons combien de femmes présidentes d'Interco? Nous avons combien de femmes présidentes du conseil départemental? Évidemment, je considère que le combat doit continuer. Le travail pour que la femme puisse prendre sa place pleinement en politique, mais aussi dans ses responsabilités dans la société mahoraise, le travail ne fait que commencer. Et ce travail-là, je pense, doit passer aussi par des actions, par des bilans. Roukia Lahadj a longtemps été en arrière-plan, figurant sur plusieurs listes, d'abord en 2001, puis en 2008, en 14e position. Cela l'a propulsée au poste de maire pour 2 mandats successifs. Je ne me suis jamais sentie femme, ni homme. Je me suis sentie lorsque j'ai exercé ces fonctions en tant que maire. Et il n'y a pas de maire femme et de maire homme. Donc il n'y a pas eu de situation où je me suis sentie que ça, j'ai pu l'obtenir, où j'ai eu des difficultés parce que j'étais une femme. Je prends à titre d'exemple, lorsqu'on dit on ne veut pas élire des femmes, j'ai été élue en tant que maire femme, mais avec des hommes. Parce que le projet que moi, en tout cas, je proposais en tant que, pas tête de liste, même en étant à la 14e position, peut-être c'est ce projet-là de rassembler, d'innover, de créer vraiment un autre espace au niveau de la commune. C'est ça peut-être qui a plu aux autres de dire, bah, écoutez, dans ce cas-là, voilà, vous proposez un projet, bah, on vous élit vous. Oser, c'est justement ce qu'a fait Sarah Moussoun, la première femme à avoir eu le cran de se présenter au sénatorial. C'était en 2004. Une première expérience qui s'est conclue par un échec. Elle s'en est servie comme tremplin. En 2008, elle se présente aux élections départementales et municipales.
Le plus dur, c'est lorsque vous avez ces élections, notamment cantonales ou municipales, où il faut aller au-devant de toute la population et demander leur confiance. Là, c'était quelque chose de très, très compliqué. Il ne faut pas se le cacher, parce que quand vous essayez de vous mettre devant et d'essayer de participer aussi, ce n'est pas vu d'un bon œil par certaines personnes, notamment, vous savez, la gente masculine. Donc, on ne nous fait pas de cadeaux. Sarah Moussoun, seule femme à avoir été élue conseillère générale sans binôme. Elle a représenté les habitants de Dembéni de 2008 à 2015. À la retraite, après une carrière professionnelle et politique riche, son regard sur cette nouvelle génération de femmes politiques est mitigé. Je reste un peu sceptique parce que j'ai l'impression que j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus forte, dynamique, qu'elle soit des forces de proposition, qu'elle n'attende pas que tout vienne des autres. Et moi, c'est pour ça que je vous ai dit, lorsque je suis arrivée, où je ne savais rien de comment les rouages de l'administration, et j'allais dans les services, j'allais poser des questions dans tous les services, que ce soit de la PMI, que ce soit des finances, que ce soit des affaires économiques, parce qu'il fallait que je comprenne. Parce qu'il fallait que, lorsque les électeurs me posent des questions à l'extérieur, que je puisse leur apporter cette réponse-là. Et c'est ça le rôle de l'élu. En 2015, la loi pour la parité, créée pour permettre l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, a marqué un tournant à Mayotte. Avec ce scrutin binominal mixte, les femmes sont apparues sur le devant de la scène politique avec un binôme masculin. Une révolution sur l'île Hippocampe, malgré des ratés. En 2015, la première vague des femmes qui sont arrivées au conseil départemental, nous tous on a entendu des moments difficiles avec certaines. Et c'était un début de quelque chose. C'est tout à fait normal quand on débute, on bute tout simplement, mais après on prend tout ça comme des leçons. Et je vous assure que la deuxième vague qui est arrivée, on a des femmes fortes. Plus fortes, mais pas encore assez sans doute, pour renverser la vapeur et mettre au pouvoir l'une d'entre elles. Pour les élections départementales 2021, Maïmounati Amadi, conseillère départementale de Dzaoudi l'Abattoir, est passée à 2 doigts de marquer l'histoire en devenant la première femme présidente du conseil départemental face à Ben Issa Ousseni. C'est une fierté pour moi, parce que pour la première fois, une femme se présente pour prendre la tête d'un département. C'est une fierté parce que c'est l'ouverture à la fois pour la personne que je suis, donc Maïmounati, mais à toutes les Maïmounati qui veulent oser en fait aller briguer une présidence et se présenter devant toute une population. Sachez que la population, elle a déjà franchi le pas de se dire il nous faut une femme à la tête d'un département. J'espérais qu'on allait saisir cette parité pour expérimenter une femme à la tête du conseil départemental. Malheureusement, cela fait 2 mandatures que personne n'a pu raisonner les autres pour réaliser ou faire aboutir ce projet. Je ne peux même pas parler de projet. Je ne crois même pas que les femmes qui se bataillent dans les différents cantons, ils se bataillaient pour la présidence. Entre les pressions extérieures et l'envie de reprendre le flambeau des chatouilleuses, leur héritage, la femme politique mahoraise est à un tournant décisif. Beaucoup rêvent de cette nouvelle génération qui marquera le territoire de son empreinte. On a toujours tendance à mettre les femmes à côté. On ne parle pas du tout à ce moment-là. Donc, même en réunion, dans la tête, on a du mal à tout de suite à vouloir prendre la parole. Il y a aussi cet aspect que les femmes
doivent aussi porter les hommes. En fait, quand il s'agit de prendre des postes à responsabilité, la femme peut être là politiquement, mais porter plus les hommes. Il y a certainement des difficultés particulières qui se manifestent parce que je suis une femme, mais je ne fais pas attention à ça. Le sujet de femme, d'avoir ce combat pour des postes ou des fonctions de haut niveau, ça a toujours été le cas sur le plan mondial. Je regrette surtout que certaines partent pour compléter des listes, mais si nous, qui nous engageons, nous nous engagions réellement, beaucoup de choses seraient facilitées. Et lorsque j'ai été élue au département, alors que j'étais la seule femme parmi tous ces hommes, ben je me suis dit, écoutez, est-ce que je ne veux pas être noyée ? Est-ce que j'aurai ma place? Est-ce que j'aurai la possibilité d'intervenir? Parce qu'être élu, c'est ce que je dis toujours, n'est pas juste avoir le titre d'être élu, mais il faut participer parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez laisser votre pierre à l'édifice. L'histoire a commencé par des femmes qui se sont engagées pour sortir l'île dans la précarité au sein de l'Union des Comores, puisque c'est l'origine de l'histoire. Mon vœu le plus cher aujourd'hui, c'est de voir des femmes qui fassent confiance des femmes, parce que nous avons notre place dans le monde politique. Personnellement, je suis contre la polygamie. Et toutes les femmes maoraises sont aussi contre la polygamie, parce que je crois qu'il n'y a aucune femme qui préférerait partager son homme avec quelqu'un d'autre. Mais je crois que s'il y a la polygamie encore à Mayotte, c'est qu'il y a certaines femmes qui se trouvent devant une situation de fait. Elles ne peuvent pas faire autrement. Alors elles acceptent cette situation de fait que de rester sans se marier, par exemple, que de rester célibataire, parce que le célibat est encore mal vu dans la société traditionnelle mahoraise. Et nous voilà de retour sur le plateau après ce magazine Femmes Mahoraises, un long chemin vers le pouvoir, proposé par Konzoprod en partenariat avec Mayotte la Première et la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, Taslima, je vais vous donner la parole. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce magazine. Pourquoi avoir choisi la politique ? Alors oui, la politique, parce que je me souviens une fois, il y a une femme élue qui m'a approchée, que j'ai vue ici présente, Madame Souaïra El Haddad, et qui m'a dit, Taslima, j'aimerais qu'on fasse des actions dans cette thématique, parce qu'il y a des choses quand même à faire. Et c'est parti de là, les réflexions. Et après, j'ai été rapprochée par Monsieur Chafion Madi. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Donc chaque initiative est bonne à prendre, enfin, opportunité est bonne à saisir. Et je me suis dit, bah, tiens, parce que la place des femmes, ou même quand on œuvre pour l'égalité, c'est aussi faire en sorte que dans tous les domaines, la femme puisse avoir une place à l'égal de l'homme. Et c'est que dans la politique, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et on s'est dit, pour pouvoir changer les choses, encore faut-il faire un focus et mettre en lumière ce qui bloque, ce qui ne va pas. Et j'aimerais profiter de ce temps pour remercier les femmes qui ont accepté de témoigner dans ce documentaire, les femmes élues, que j'ai vues présentes ici. Merci à vous, mesdames, parce qu'en partageant votre expérience, c'est aussi comme ça que vous montrez la voie aux jeunes, à la jeune génération, sur ce chemin à prendre que oui, la politique, nous avons aussi notre place, nous les femmes, et que à nous maintenant de s'en saisir, tout simplement. Donc merci à vous, mesdames, nos élus, madame la députée, tout le monde, de montrer ce chemin à toutes les femmes et particulièrement à notre jeunesse ici présente aujourd'hui également. Merci beaucoup, Taslima. On va applaudir toutes ces femmes qui ont aussi pris la parole. Et d'ailleurs, je vais donner la parole à Anchia Bamana, qu'on ne présente plus aussi dans le milieu politique. Vous avez participé aussi dans ce magazine, même dans la vie de tous les jours, dans votre implication dans la politique. Comment est-ce que vous pensez que ça peut jouer un rôle avec la génération qui arrive et qui a aussi envie de s'engager dans la politique en tant que femme? Merci, Oumna, mesdames. Bonjour, messieurs. Parce que je suis persuadée que la femme a sa place dans la destinée politique du territoire. Nous sommes dans une société traditionnellement où on donne beaucoup d'importance à l'exemple. Nous vivons en communauté
et les jeunes filles regardent. Donc, si on peut jouer ce rôle d'exemple, je pense que je le ferai, même si, parce que je sais qu'au fond, il y a encore beaucoup à faire pour que les femmes puissent se dire qu'elles ont aussi une responsabilité dans la destinée politique du territoire. Avec la loi de la parité, elles constituent la moitié des institutions dans les communes, au conseil départemental. Il faut qu'elles se disent qu'elles ont une responsabilité dans la destinée politique de l'île et oser prendre la tête des institutions. Parce qu'il n'y a qu'à cette place-là que vous bougez réellement les lignes à la tête. Donc, c'est important, ce rôle d'exemple pour les jeunes filles, l'éducation de nos enfants, parce que ça vient de là aussi. Il y en a une qui disait ce matin à la conférence de Chirongui que l'éducation participe beaucoup à la mise en confiance des jeunes filles. Et ça, c'est très, très important. Nous avons dans les municipalités, dans les collectivités, des femmes instruites. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, elles nous donnent l'impression qu'elles sont moins émancipées que nos chatouilleuses. Nos chatouilleuses qui ont fait que nous sommes français aujourd'hui, pour moi, elles étaient émancipées. Nos jeunes filles aujourd'hui qui sont diplômées, qui ont des fonctions très importantes dans leur collectivité ou administration diverses, il faut qu'elles se disent, en tant qu'élues, elles ont une responsabilité, pas seulement être derrière. Madame la députée nous disait ce matin que ce sont les femmes qui font la politique sur le terrain, ce sont les femmes qui organisent les meetings, ce sont les femmes qui font les colliers. Je pense que moi, je souhaite lancer un message d'espoir en disant que ce que femme veut, Dieu veut. Merci. Donc le jour où les femmes voudront réellement prendre la place, la tête, alors elles le feront. On y arrivera. Merci beaucoup pour ce message d'encouragement. D'ailleurs, on parlait de vous, Madame Ramlati Ali. Vous avez aussi marqué l'histoire en devenant la première femme députée, première femme médecin aussi. On en parlera tout à l'heure quand on a beaucoup de casquettes. Et vous êtes aussi la première femme élue maire, même si vous avez été aussi élue en même temps qu'une autre femme qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais nous pensons à elle, Roukia Lahadj. Déjà, moi, je me suis posé une question. Je me suis dit que je vais quand même vous la poser devant tout le monde. Mais comment on vit la toute première réunion quand on est femme élue politique et qu'on arrive devant l'Assemblée remplie d'hommes? Voilà, qu'on n'arrive qu'avec des hommes. Comment on vit cette première réunion à l'époque? Eh bien, d'abord, merci à Maître Première d'avoir organisé cette réunion de femmes, quelque part. Cette rencontre. Et réunion moi, aussi. Réunion, d'accord. Je ne vois que des belles femmes aujourd'hui. C'est vraiment... Rien que ça, j'ai envie de m'arrêter là et de ne pas répondre à votre question. Ma première réunion en tant que maire n'a pas été difficile parce que avant même d'arriver à ce rôle-là, j'ai fait du théâtre, madame. Ah, j'allais vous poser la question, mais vous m'avez devancé. Voilà, j'ai fait du théâtre avec le feu Monsieur Ali Saïd, le papa de votre ancien directeur Hakim Ali Saïd, qui nous faisait faire du théâtre depuis que j'avais l'âge de 10 ans, jusqu'à peu près l'âge de 14-15 ans. Donc je savais prendre la parole en public, d'abord. Puis après, par ma formation médicale, j'ai pris la parole en public, mais pas n'importe lequel. Je devais expliquer à des professeurs en médecine une maladie. Donc, je devais expliquer à des gens qui connaissent mieux que moi et les convaincre que c'est ça qu'il faut, c'est le diagnostic et c'est le traitement qu'il faut. Donc, il faut vraiment se dire que j'ai de la bouteille en face de la personne qui est en face de moi. Donc, en fait, j'ai appris comme ça. Et une fois que j'ai été élue maire, ça n'a pas été difficile puisque
Vous aviez déjà l'habitude, J'ai oublié un pan très important de mon éducation, c'est que je suis un pur produit des femmes, Hamlati Ali, pur produit des femmes, élevé par ma mère, ma tante, ma grand-mère, laquelle tante avait une école coranique. Et dans laquelle école coranique, j'ai appris à chanter le débat depuis que j'étais toute petite. On a dit qu'à la fin de l'émission, on aurait droit à un débat de ce côté. Ici, je ne sais pas trop, mais peut-être de ce côté. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu... tous les ingrédients étaient là pour ma prise de parole en public, le fait que je puisse, que j'ose dire les choses telles que je les ressens, et puis... Et qu'on ose aussi garder le châle à n'importe quel endroit, n'importe où, peu importe. Je suis une Mahoraise. On peut dire ce qu'on veut, mais je suis fière d'être Mahoraise. Voilà, et donc la Mahoraise, c'est notre habit traditionnel avant tout. Et on va parler aussi un petit peu de santé, puisque après de longues études, vous décidez de venir aussi à Mayotte en tant que femme médecin. C'était dans l'ordre prévu de revenir à Mayotte, ou vous aviez imaginé partir ailleurs à un moment donné, ou c'était important pour vous de revenir ici? Je suis très attachée à mon territoire. D'abord, ma vocation de médecin, je l'ai eue en observant ce qui s'est passé. Ce qui se passait d'abord pour la santé à Mayotte, où les personnes ne parlaient pas français. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner ma mère en consultation et qu'il y a eu une erreur de diagnostic. La petite fille de 9 ans de l'époque a décidé qu'elle allait être médecin pour soigner toutes les mamans. Voilà, c'est comme ça qu'est arrivée la vocation d'être médecin. Est-ce que c'est un domaine qui est plus facile pour la femme de s'imposer que la politique, ou c'est pareil, partout où la femme doit s'imposer dans ces domaines, c'est compliqué? Je peux dire que moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai été très bien accueillie, ne serait-ce par les mamies en France métropolitaine. J'étais toute petite, toute menue, donc c'était la petite. Les gens acceptaient facilement que je les examine, que je fasse des choses. Et je suis arrivée, je fais mon internat à La Réunion, pareil, j'étais très très bien intégrée. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Mayotte, c'est là que j'ai senti un petit peu que j'étais une femme. Pourquoi? Parce que les hommes, quand ils arrivaient, qu'il fallait examiner là où il ne faut pas, pour eux. Et là, il y avait une certaine réticence que je n'avais pas ailleurs. Parce que j'étais une femme. Et ici, peut-être que les hommes sont pudiques. C'est quand même une émission qui est dédiée aux droits des femmes, mais on va quand même avoir une petite pensée pour ces hommes, peut-être qu'ils sont pudiques. C'est le médecin, et puis les femmes, on se fait bien examiner. Vous pensez qu'ils ne faisaient pas confiance à cette femme médecin? Non, c'est pas une histoire de confiance à mon sens, c'est que la blouse blanche était devenue transparente. On voyait la Hamlati en face. D'accord. On voyait pas la blouse blanche. Je pense que c'est surtout ça, c'était pas une histoire de confiance. Et puis, les gens qui arrivaient à l'hôpital, notamment les familles qui venaient voir leur malade, alors que j'avais vu le malade en question, j'ai expliqué ce qu'il en est et au malade et à la famille. Mais après, on me demande, mais quand est-ce qu'il va passer le médecin? Je réponds, mais le médecin, c'est moi. Non, docteur Amzungu. D'accord, ok, on pourra... Et donc, à ce moment-là, je répondais, le docteur Amzungu Léo, elle est toute noire. Et c'est moi. Merci beaucoup de partager ces premiers moments en tant que médecin. Vous restez avec nous puisqu'on aura d'autres histoires aussi tout à l'heure. Mais vu qu'on parle de la santé, j'aimerais qu'on parle un petit peu de domaines où on n'en parle pas beaucoup. Je cherche aussi la personne que je vais faire réagir. Je sais qu'elle est pas loin. C'est l'ALEFPA à qui j'aimerais donner la parole. Ils interviennent dans 3 champs d'action. Tout ce qui est social, sanitaire et médico-social également. C'est Aïcha Boukir, vous êtes chef de service. Vous faites un accompagnement incroyable pour toutes les personnes, pour un public, on va dire, poly-handicapé. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous faire un état des lieux de ce qui se fait à Mayotte dans ce domaine? Déjà, merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Merci beaucoup, je vais très bien. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. On vous entend. Je suis très impressionnée de cet après-midi, de toutes ces femmes qui sont là, quelques-unes que je connais, d'autres que je ne connais pas. Et je suis aussi honorée d'avoir été invitée aujourd'hui. Donc oui, alors je suis directrice de l'ALEFPA, je ne suis pas chef de service, mais c'est pas très grave. Donc moi, je suis ici depuis 3 ans.
Je suis arrivée dans un territoire que je ne connaissais pas du tout, enfin il y a 4 ans même maintenant, où j'ai découvert la matrilinéarité. Enfin moi je suis une fille d'imam, hein, puisque je suis d'origine marocaine, j'ai été à l'école coranique et là je découvre un monde complètement différent. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'appelais ma mère toutes les semaines en lui disant oh, « Maman, tu sais, ici ils font ça comme ça, ici ils font ça comme ça. » Enfin les femmes, elles ont le pouvoir. Donc ça a été une découverte pour moi. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Et donc je suis venue à Mayotte parce que donc on a répondu à des appels à projets pour l'accompagnement d'enfants et d'adultes polyhandicapés. Donc une personne polyhandicapée, c'est quelqu'un qui est dépendant d'un tiers pour tous les actes de la vie, qui a souvent de grosses pathologies médicales. Et donc depuis 2021, on a ouvert une équipe mobile qui accompagne donc ces enfants et ces adultes. Et c'est vrai que quand on parle des femmes, on a tendance à oublier en fait qu'il y a aussi des femmes handicapées et que c'est la double peine. C'est-à-dire que quand on est handicapé, il faut se battre pour accéder à l'école, à un travail, à la vie sociale en fait. Et en fait, a fortiori, quand on est en situation de handicap, eh ben, c'est encore pire, c'est un combat. Alors c'est un combat en métropole, c'est un combat à La Réunion où j'ai travaillé pendant 15 ans. Et ici, j'ai presque envie de vous dire, c'est la guerre, quoi. C'est-à-dire que... Enfin voilà, c'est des personnes qui sont complètement invisibles, qu'on ne voit pas dans la société, et donc pour lesquelles l'ensemble des associations, en tout cas du médico-social qui sont sur le territoire, et donc la LEFPA, essaie effectivement de valoriser les choses, de les accompagner pour pouvoir les faire vivre dans la société et leur apporter quelque chose de meilleur pour leur vie. Merci beaucoup Aïcha Boukir. Merci beaucoup et j'aimerais également qu'on parle un petit peu de ces bénévoles, les bénévoles. Beaucoup de femmes d'ailleurs dans les associations qui œuvrent pour ce public et pour ces personnes. Et c'est Domrati, normalement, que j'avais vu quelque part tout à l'heure. Domrati Mtchengweni, vous êtes présidente du comité des usagers donc, du CHM. Vous le disiez quand on préparait un petit peu cette rencontre, que vous aimeriez parler de tous ces bénévoles qui se donnent tout au long de l'année pour accompagner ces familles aussi dans des situations compliquées. Bonjour à tous. Il y a monsieur, il y a aussi un deuxième. On vous respecte, hein, merci d'être là. Mesdames et messieurs. Oui, tout à l'heure, quand on a commencé l'émission en regardant, je pensais que seulement c'était important d'être dans la politique. Mais je souligne aussi que c'est seulement l'inspiration d'être dans le bénévolat. Aujourd'hui, ces associations qui existent, la directrice qui est là et les autres qui travaillent dans les associations, parce qu'il y a des bénévoles qui se font tout petits mais qui font beaucoup de choses au niveau des conseils d'administration, au niveau des bureaux, au niveau des décisions. Et surtout, siéger dans les instances. Il ne faut pas qu'on minimise cette place, car les instances qui sont au niveau de tout, depuis qu'on avait commencé la CAF, qui était le CA, jusqu'à arriver à la Caisse de sécurité sociale, la crédibilité revenait au syndicat avant. Arriver à un moment, la décentralisation, c'est vraiment voir dans chaque domaine ceux qui œuvrent dans le médico-social pour siéger dans les instances, les représentants des usagers. Il n'y a pas qu'à l'hôpital qu'ils doivent siéger. Madame la députée, madame la docteure, hein? Tout le monde a sa place. Donc moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est de reconnaître ces gens-là, que tout le monde ne les connaît pas ou ne veut pas les connaître. Mais réglementairement, comme on a commencé par le règlement, l'UVG a été réglementé, de dire que la place de ces bénévoles est réglementée et que Mahorais, vous avez vos places de décision, pas seulement être maire ou conseiller. C'est très important de siéger dans un conseil de surveillance. C'est très bien de pouvoir parler au nom de tous les Mahorais et surtout parler des malades, des patients et à la fin le décès. C'est notre fin, c'est le décès. Aimons-nous vivants. Ça fait 18 ans que je fais du bénévolat au CHM. Ce n'est pas un amusement. Ce sont des responsabilités qui sont légiférées par arrêté, une désignation par l'ARS. Et je prends cette mission très au sérieux, car quand le Mahorais est faible, parce que quand tu as un malade, un proche malade, ou il y a un décès que tu ne sais pas quoi faire, il faut que tu trouves quelqu'un pour te confier, pour te faire orienter. Merci. Donc, merci d'être là et d'entendre mon souffle, car à un moment, si j'arrive pas à avoir de la relève,
ces places seront prises, on va dire que les gens viennent de l'extérieur pour prendre la place, mais nous avons les moyens et les capacités, la confiance en soi. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va profiter d'ailleurs de ce public, juste comme ça, faire un petit sondage. Est-ce que parmi vous, il y a des femmes qui sont dans des associations bénévoles? On a le droit de lever la main, je ne viendrai pas vérifier, mais on sait que beaucoup de femmes d'ailleurs, et c'est vrai d'ailleurs Taslima, beaucoup de femmes s'investissent dans ces associations. Il y a une qui est passée un dernier qui m'a fait pleurer, elle est décédée, elle m'a inspirée avant de mourir, Mariama Salim m'a inspirée parce qu'elle me tenait la main quand j'ai commencé à travailler en 1995 à l'inspection de la santé. Et à son départ, Bouba m'a expliqué si elle t'emmenait là où elle allait parce qu'elle préparait sa relève. Priez pour moi pour que je puisse préparer aussi une relève. Mais elle est partie. Mais tout ce qu'elle faisait, on a eu des relèves. Et il y a aussi celles qui sont là, les deux qui sont là, des piliers que tout le monde suit derrière et qui ont toujours répondu présentes. Et c'est encourageant de dire que même s'ils marchent difficilement, mais elles sont là avec nous. Merci. Merci beaucoup. Maman. Au pluriel. Elle faisait comme si elle ne me voyait pas. Merci beaucoup pour cette attention. Merci beaucoup et merci aussi, mesdames, d'être avec nous aujourd'hui. On parle bien sûr, je les vois pas toutes, de Sophia Afidou et de Sofiata Soufou, c'est ça. Merci, mesdames. Et puis Sania également. On va continuer, on a plein de choses à dire et j'aimerais vraiment qu'on puisse aborder toutes les choses que nous avons prévues pour partager donc cette émission spéciale à l'occasion donc de cette journée dédiée aux droits des femmes et à l'égalité. Delphine, tout à l'heure, on a entendu une députée qui disait qu'elle avait fait du théâtre. Est-ce que vous, la politique, c'est quelque chose qui vous branche? Avec tout ça, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Théâtre, hein. Alors, pas du tout. Pas du tout. Bon, on ne pourra pas dire voter pour Delphine. Non. L'une des premières, ou même la première femme à avoir eu un diplôme dans le théâtre en tant que mahoraise. Vous avez dû aussi prendre votre place dans ce domaine-là. Vous avez fait aussi le Conservatoire national de musique, de danse et d'art dramatique. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre vos parents, il y a quelques années, que vous vouliez faire du théâtre? Déjà. Alors donc moi je viens de Kanikeli. Comme Madame Ramlati, j'ai eu beaucoup de chance parce que comme on le sait, Kanikeli, pendant un temps en tout cas, ça a été le village de la culture, les associations, Gros Folk notamment, et mon papa est issu de cette association, donc il est musicien et puis directeur d'école. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir en tout cas des parents tolérants, ouvert. Des parents qui disent à leurs enfants de se tromper, de faire des erreurs pour chercher la voie qu'ils ont envie d'avoir. Et j'ai vraiment eu cette chance avec mes parents et puis le village aussi, je pense qu'ils nous ont en tout cas beaucoup soutenus. Et je pense même Mayotte, parce qu'à travers l'association Les Enfants de Mabawa, c'est avec cette association que j'ai commencé depuis l'âge de 8 ans. Et il y a eu une époque où, en tout cas, on a ressenti l'amour de tout Mayotte pour faire du théâtre, faire de la danse traditionnelle. Et c'est ça vraiment qui m'a poussée pour, après le bac, tenter les écoles d'art à Métropole. Prati Youssouf Saïd, est-ce que vous voyez faire du théâtre? Pas du tout. Je sais qu'on a une collègue parmi nous, à Mayotte la Première, qui a fait du théâtre. Normalement, on l'a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, on l'avait vue dans quelques scènes. Je crois que c'est Raïka, on ne va pas le dire haut et fort, mais je me souviens de l'avoir vue aussi dans quelques pièces à l'époque. Est-ce qu'on ressent aussi des inégalités dans ce domaine artistique? Alors, parlant de Mayotte ou parlant au niveau national, c'est différent. National. On va commencer par national et à Mayotte. Au niveau national, non. Parce qu'en fait, quand on arrive, eux, ils ont déjà une petite avancée par rapport à nous. Donc, quand on arrive, on voit, voilà, il y a autant de jeunes filles que de jeunes garçons, à l'époque, quand on était en tout cas à l'école, qui tentent le concours, qui arrivent à rentrer dans l'école. On était à peu près 2000 étudiants à vouloir rentrer dans l'école. Et finalement, il y en était 12 à être choisis. Donc, je suis contente de faire partie de ces 12-là. Et puis, quand on arrive à Mayotte, c'est vrai qu'il y a toujours encore, au niveau de la société, pas au niveau de mes parents, mais au niveau de la société, c'est bien
d'avoir cette passion, c'est bien de le faire, mais maintenant, il faut chercher un métier. C'est pas un travail, quoi. Voilà, c'est pas un travail. Alors que le domaine artistique est aussi important et aussi porteur de comment dire, la littérature, en tout cas, parce que le théâtre fait partie aussi de la littérature. C'est très important qu'on puisse, en tout cas, sauvegarder cette mémoire-là, que ce soit au niveau local ou national. Et d'ailleurs, vous avez aussi écrit 4 petites notes d'amitié. Ça vous a pris combien de temps ? Est-ce que vous aviez aussi envie de partager dans cette œuvre ? Alors du coup, donc après mon parcours de comédien, qui m'a amené petit à petit vers l'écriture, dans cette œuvre, l'idée c'est de sauvegarder encore une fois en mémoire notre culture, nos traditions, ce que nous avons, nous sommes français, mais nous sommes aussi mahorais, nous avons aussi nos particularités que nous devons partager aussi au niveau national, au niveau mondial. Et il y a cet instrument formidable que Langa avait aussi à l'époque, qui est en voie de disparition aujourd'hui, qui est le djandé. Donc le djandé, alors je ne sais pas si on le connaît ou pas, un instrument de musique qui est en voie de disparition. Aujourd'hui à Mayotte, il n'y a que M. Kolo Hassan qui en fabrique encore et qui en joue. Quelques musiciens en jouent, mais quand on va voir un concert, ce n'est pas le premier instrument qui est mis en avant et qui est joué par les musiciens. Donc j'avais vraiment envie en fait de parler de cet instrument, de le faire partager aussi, de le faire connaître en tout cas au niveau du public enfant, parce que l'éducation, donc c'est d'abord les enfants, c'est-à-dire quand ils apprennent les choses dès leur jeune âge, après ça va tout seul, on va dire. Donc voilà, c'est un album jeunesse dédié pour les enfants, mais aussi pour les grands. Les grands prennent autant plaisir que les enfants à le lire. Et surtout, c'était pour partager, nous faire partager nos choses, en tout cas au niveau mondial. Parce que le livre, aujourd'hui, il est en vente un peu partout dans le monde. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là et que ça mettra vraiment Mayotte aussi en valeur par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette très belle couverture pour Mayotte à l'extérieur. Vous le disiez tout à l'heure, on vous disait, vous faites du théâtre, mais il faut aller chercher un vrai travail. On en parlera si on a le temps. Et puis d'autres femmes qui n'ont pas envie justement d'entendre ces remarques décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile. Et on a choisi de partager avec vous cet extrait d'une femme qui parle justement de ce choix de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça s'est passé dans Maïcha. J'ai été chargée de mission chez Entreprendre au féminin et j'ai côtoyé, on va dire, Manesha Hariti, Carla Baltus, Zamrati, qui est ici aujourd'hui. Et franchement, au début, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, je voyais leurs galères, j'étais avec elles, les demandes de subventions, etc. Je ne comprenais pas, mais pourquoi elles restent ? Elles souffrent, il ne manque pas de travail, mais je ne comprends pas. Mais c'est quand moi j'ai entrepris, c'est là que j'ai compris. Que ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de fierté ou d'ego, mais c'est une histoire de liberté et d'épanouissement personnel. Farah Afidou qui va prendre la parole puisque vous accompagnez aussi de nombreuses personnes, des femmes aussi, à se lancer dans l'entrepreneuriat. J'aime bien parce qu'elle dit mais pourquoi on souffre, on continue de rester dans ce monde et on continue de souffrir. Comme vous accompagnez beaucoup d'entreprises, justement, comment est-ce que vous voyez, vous, l'évolution des femmes dans ce domaine-là ? Alors bonjour tout le monde. L'évolution, je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, grâce à nos politiques locales, nous avons la chance d'avoir de nombreuses structures d'accompagnement qui permettent en fait d'accompagner ces personnes. Et c'est vrai que les femmes sont très friandes d'accompagnement. Et on espère en tant que structure de faire toujours mieux, de proposer des accompagnements innovants. Et surtout vraiment permettre aux femmes de vivre pleinement leur choix, chose qui est encore très très difficile parce que on a des stéréotypes de genre qui fait que elles ont énormément de mal à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée, et c'est ce qui, je pense, aujourd'hui est le plus dur pour elles parce qu'il y a personne qui nous forme à ça. Comment concilier notre vie professionnelle, notre vie d'entrepreneur, et je pense que c'est ce qui est aujourd'hui le plus dur, mais pas qu'à Mayotte, c'est vraiment partout. Toutes les femmes qui sont là, normalement, sauront
nous expliquer comment est-ce qu'on fait, voilà, pour gérer la vie, la vie professionnelle et la vie familiale. Merci beaucoup pour ces mots et pour tout le travail que vous faites, d'ailleurs, pour l'accompagnement de toutes ces personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. J'aimerais aussi donner la parole à une autre, Afidou. C'est vraiment le hasard, on va dire, du conducteur, et ça tombe très bien. Deux femmes, deux sœurs très impliquées dans la vie économique ici à Mayotte. Nadine Afidou, vous êtes aussi première femme ingénieure en bâtiment à Mayotte, vice-présidente de la délégation Outre-mer du Conseil économique, social et environnemental. Comment est-ce que vous avez fait pour marquer votre place dans ces milieux déjà en tant que femme et pour prendre votre place surtout en tant que femme? Donc bonjour à tous. Ça c'est une vaste question et on va dire que la députée et première médecin a à moitié répondu à la question. Effectivement, moi, j'ai une activité très masculine. On manage des équipes pratiquement représentées que par des hommes sur les chantiers, dans les différentes phases de mon activité. Et la principale chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir le caractère d'affronter les hommes et de travailler plus, de montrer qu'on a une meilleure expertise. Parce que typiquement, à chaque fois qu'on est confronté à des hommes, en tout cas dans mon milieu, il y a toujours ce petit test dès le début. On sort des petits mots experts pour voir comment je réagis, comment je réponds. Donc on est obligé de jouer un petit peu au début. Et une fois qu'on reconnaît l'expertise, la connaissance, les choses se passent bien. Moi, quand j'ai démarré dans ma vie professionnelle, à chaque fois je le dis, j'avais 3 entre guillemets défauts. J'étais jeune, j'étais noire, j'étais une femme. Et j'étais dans le bâtiment, donc les premiers moments où je rentrais dans un chantier, on ne me voyait pas comme une ingénieure, mais comme la secrétaire du chantier. Donc il fallait que je dise que non, je ne suis pas secrétaire, je viens pour vous manager. En plus, moi, sur un chantier, je suis censée commander tout le monde sur le chantier par rapport à mon activité. Donc c'est vrai qu'il faut de la poigne, tout simplement, et ne pas se laisser faire au quotidien. Voilà. Merci beaucoup Nadine Afidou, et on aura aussi l'occasion donc de parler un petit peu d'économie tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on poursuive en parlant aussi de ce milieu. On n'en parle pas beaucoup, on essaye, en tout cas vous allez nous en parler, Taslima Soulaïmana. On va parler des violences qui sont faites sur les mineurs, avec un témoignage que j'ai voulu aussi partager avec vous. C'est le témoignage de Rasmina, une jeune femme courageuse qui a décidé de partager son expérience face aux violences sexuelles. On regarde. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle du coup Oumadjiwali Rasmina. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai subi une agression sexuelle à l'âge de 13 ans jusqu'à mes 16 ans par mon voisin. Et j'ai pas pu en parler depuis le début parce que justement, j'avais cette pression qui était sur moi, cette pression familiale, cette pression de la société qui m'emprisonnait justement dans mon malheur, on va dire entre guillemets. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai laissé mon voisin, on va dire, détruire ma vie petit à petit. Et moi qui pensais justement que c'était quelque chose de normal, qui n'était totalement pas normal, parce que justement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un de plus âgé que moi, il réfléchit mieux que moi. En tout cas, une personne de 39 ans, il réfléchit mieux qu'une personne de 13 ans. Donc, il savait très bien ce qu'il disait. Et peut-être que parfois, on va demander pourquoi je me suis... pourquoi j'ai pas dit... Vous n'avez pas parlé plus tôt. Voilà. Du coup, c'est très simple. Les personnes qui font ça, ils sont très doués dans leur travail, on va dire, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils doivent dire, ils savent très bien où appuyer. Et c'est une personne qui habitait juste à côté de chez moi. Il connaissait ce qui se passait chez moi, il connaissait les points faibles dans notre famille et il savait très bien où appuyer. Donc il faut savoir qu'il y a eu des menaces, il y a eu la pression, il y a eu du chantage, il y a vraiment tout mélangé et même de la violence. Je pense qu'on peut applaudir cette jeune femme très courageuse qui a osé prendre la parole. Taslima, le travail que vous faites au quotidien pour parler de cette violence et justement tout le travail que vous faites au quotidien pour libérer la parole. Alors oui, tout à fait, parce que cette thématique, c'est l'axe prioritaire dans mes missions.
lutter contre les violences faites aux femmes, parce que là, il est question de vie humaine. Et je ne peux pas travailler sur ces sujets sans l'appui des associations que je soutiens, particulièrement, là je vois il y a Rehema qui fait partie de nos partenaires, l'association Hakiza Wanatsa, qui a accompagné cette jeune femme, Rasmina, qui aujourd'hui a libéré la parole, mais c'est aussi une jeune femme très engagée dans l'association. Et là, je parle sous le contrôle aussi de la présidente de l'association. C'est une jeune femme qui n'hésite pas à prendre la parole dans différentes sphères pour dénoncer son histoire. Et on a besoin de ça, parce qu'elle montre l'exemple pour les jeunes. Et pour ces associations-là, donc c'est des financements. On les soutient comment? C'est des financements pour des actions de sensibilisation. C'est des financements pour aller informer comment agir quand on est touché par ces faits très graves et où se faire accompagner et quelles sont les démarches à déployer. Et je le remercie parce qu'encore une fois, comme je disais, nous, on a les enveloppes, mais c'est grâce à ces associations-là qui œuvrent au quotidien au plus près de ces victimes qu'on arrive à les accompagner et les sauver. Il n'y a pas que les violences sexuelles sur mineurs, il y a aussi les violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales. Et là, je m'appuie beaucoup sur l'ACFAV, dont la présidente est également présente aujourd'hui, Madame Sophia Tassoufou, que j'ai vue, mais que je... Elle est là. Elle est là, Madame la Présidente. Donc c'est vraiment avec ce réseau d'acteurs que nous avançons au quotidien. Malheureusement, malgré tout ce travail de terrain, on a, cette année 2024, on a eu un féminicide, clairement, en janvier, ce qui est très triste et qui montre que nous devons continuer ce combat et qu'on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas que pour les associations, mais tout le monde peut agir. Et ce que vous faites, justement, la première, Maïcha, notamment Youmna, en recevant cette jeune, c'est aussi œuvrer pour diffuser ces messages d'espoir et d'accompagnement pour les victimes. Et d'ailleurs, pour diffuser toutes ces informations, pour en parler, puisqu'il faut en parler, je pense, pour casser quelques tabous, nous comptons aussi sur nos collègues journalistes qui en parlent, qui vont à la recherche de ces informations. Et d'ailleurs, vous êtes avec nous, Frati Youssouf Saïd. Je rappelle que vous êtes l'une des premières, ici à Mayotte, la première femme journaliste, après la génération de Mouanassa Hindou, de notre regrettée Henriette Bouanaïssa ou encore Céline Soula. À travers votre travail, vous nous faites vivre aussi l'évolution de notre pays. Là aussi, à l'époque, il fallait s'imposer quand même dans un monde un peu masculin ou pas du tout? C'est exactement ça. C'est un monde plutôt masculin. Comme vous l'avez cité, hein, je suis arrivée, je crois, en 5e position ou 6e position dans l'histoire. Je n'étais pas la première, heureusement. Mais quand je suis arrivée, la rédaction était remplie d'hommes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Si je ne dis pas de mensonge, je pense que soit on est à égalité ou soit les femmes sont majoritaires, n'est-ce pas? Et surtout, elles sont dans tous les secteurs. Au début, quand on arrivait, c'était directement soit présentatrice, soit rédactrice. Maintenant, vous avez vu Bibi avec sa caméra tout à l'heure. Il ne nous reste plus que le siège de le chef suprême, la direction régionale, compris. Et on rappelle également qu'en ce moment, la responsable de l'information, c'est une femme aussi qui est là, Yolande Kalishiama, donc qui est directrice des contenus et de l'info. Voilà. On va continuer de parler. On me demande de me dépêcher un petit peu. Donc j'aimerais aussi donner la parole un petit peu à vos collègues, puisque vous avez dit, vous avez dû vous imposer aussi, montrer et ouvrir la voie à celles qui viennent aussi, qui s'installent aujourd'hui. Je pense à vous, Yasmine Jaffar. On vous a vu partout, voilà, on vous voit également dans les interviews avec les ministres, avec les hommes politiques. Est-ce que, en tant que journaliste femme, vous sentez qu'il y a une différence de considération quand vous avez ces hommes ou ces femmes politiques en face de vous et que vous devez leur questionner, pas cuisiner, mais leur questionner? Alors Youmna, d'abord, je voudrais souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes qui sont aussi parmi nous et qui nous regardent actuellement, qui sont à la maison. Donc pour répondre à la question, lorsque je me retrouve, lorsque je sais que je vais interviewer un homme, je n'ai pas peur de cet homme, j'ai plutôt peur de moi, parce que je fais partie de ces personnes qui peuvent démarrer au quart de tour. Donc, et je sais qu'on a un devoir de garder le calme. Donc jamais je ne me suis vraiment posé la question, avoir un stress, parce
parce que je vais avoir un homme en face de moi. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt bien. Mais être journaliste, être femme journaliste et femme des médias, c'est aussi avoir un double stress. D'abord, le stress d'aller, ce devoir d'aller chercher les informations, les bonnes informations, les vérifier avant de les diffuser. Et justement, avant de les diffuser, arrive le second stress, le côté visible, les apparences, parce qu'on sait très bien qu'un homme peut porter une chemise la même chemise toute la semaine. 3 jours d'affilée, personne ne va le remarquer. Vous, femme, vous arrivez à l'antenne, vous devez être parfaite. Le maquillage, la coiffure, la tenue, tout doit être millimétré, tout doit être parfait. Et c'est là aussi que c'est assez compliqué, mais c'est aussi toute la noblesse de ce métier que j'ai pas envie de faire des jalouses, mais je pense faire le plus beau métier du monde. Et si je suis arrivée là aujourd'hui, je voudrais profiter de l'occasion, Youmna, si vous me permettez, de rendre hommage à la première femme de ma vie, ma mère. Elle s'appelle Douri Abdourakib. Et ma mère, elle fait partie de ces femmes qui ont élevé seules leurs enfants. Ma mère m'a élevée toute seule, moi et mes 2 sœurs et moi. Et donc, je suis très reconnaissante. Se dire je t'aime, on ne l'a jamais fait, mais on le vit, on le ressent depuis 35 ans maintenant. Donc voilà, je tiens à lui rendre hommage. Mention spéciale aussi à une tante, Mouni, elle se reconnaîtra aussi, à ma belle-mère, Mouanesha Osseni, parce que chacune d'elles a contribué à ce que je suis devenue aujourd'hui. Et si je suis maman aujourd'hui d'une petite fille également, c'est grâce à elle. Merci beaucoup. On va d'ailleurs profiter pour saluer toutes ces femmes, toutes ces mères aussi qui nous accompagnaient, que vous êtes toutes d'ailleurs aujourd'hui et qui vous accompagnent et qui continueront de vous accompagner pour devenir les femmes que nous sommes aujourd'hui. Anastasia Laguera, vous êtes aussi journaliste, beaucoup dans la présentation de ce 19h où on attend. J'aime bien parce que tout à l'heure, Amlati Ali, elle a dit, mais elle a porté la même chose parce que c'est ce qu'on se dit en fait dès qu'on allume le 19h. Elle n'a pas d'autres vêtements, elle n'a pas changé de coiffure. On va parler sérieusement. C'est vrai que c'est un métier, comme l'a dit Yasmine, comme dit pratique, vous faites, j'imagine, avec beaucoup de passion. Mais est-ce que c'est pas plus compliqué d'être une femme et à chaque fois d'avoir des tenues, des robes différentes et surtout qu'on nous reconnaisse partout, à chaque fois qu'on est à l'extérieur? Déjà, bonjour à tous. Comme disait Yasmine, on est vraiment très heureux de vous accueillir ici pour cette très belle journée. J'ai reçu beaucoup de femmes sur notre plateau. J'espère recevoir celles qui n'ont pas encore été invitées. Et je pense à pas mal de femmes dans l'assemblée de ma famille qui me témoignent très souvent leur fierté. Je pense à Sania, je pense à Nadine, je pense à Farah. Alors, pour en venir à la question des tenues, c'est surtout très coûteux. C'est surtout très coûteux et comme l'a dit Yasmine, malheureusement, quand on est une femme dans ce milieu, l'apparence, les vêtements, la coiffure, le maquillage, c'est malheureusement très souvent ce que les gens regardent en premier quand ils allument leur écran. Moi, je reçois des messages « Ah, attention, ta mèche aujourd'hui. Ah, ton haut, il est beau, tu l'as acheté où? Ah, t'as un peu grossi, t'as un peu maigri. » Donc, il y a ça, mais il y a aussi ces messages bienveillants quand on rencontre à l'extérieur des téléspectateurs qui nous font des retours un peu plus constructifs sur le journal, qui nous apportent des précisions, qui nous donnent des contacts. Et puis le revers de la médaille, c'est peut-être lorsqu'on est une personnalité publique, certaines personnes qui ne comprennent pas votre métier, qui font des attaques professionnelles ou personnelles. Mais bon, ça fait partie du packaging. Et moi, je suis très fière d'exercer ce métier, de porter tout le travail de la rédaction. Et je profite ce soir, Youmna, si tu me permets également, de rendre hommage à la femme qui est juste à côté de moi, ma collègue, mon amie, ma belle-sœur, parce que j'étais en vacances à Mayotte en 2016 et j'avais pas du tout prévu de rester, de m'installer. Je revenais d'un stage à Réunion la première et Yasmine m'a fait comprendre que j'avais du talent et j'avais ma place. Elle a parlé de moi de cette époque à Bruno Minas, qui était le rédacteur en chef et que je salue également. Et grâce à elle, aujourd'hui, je suis là. Donc, preuve que... Et elle était précaire à cette époque. Donc, preuve qu'à Mayotte la première, il y a de l'entraide et de la bienveillance. Et merci, Yasmine, pour tout ce que tu as fait pour moi et merci à vous toutes. Merci beaucoup, mesdames, et une pensée également à tous journalistes.
Effectivement, je vous ai dit, il y a tellement de choses. Moi, je pense qu'il nous faudrait 2 jours, même 2 semaines, voilà, pour parler de nous toutes. Si, elle a été journaliste aussi à FR3, Madame Ramlati Ali. On va continuer. C'est pas facile quand même d'être autoritaire dans une émission comme celle-ci, mais on va continuer. Anastasia Laguera, elle a parlé de quelque chose de très important. Je me retourne vers vous, Adidja Hassani. Elle a parlé justement de ce côté, on n'en parle pas souvent, mais lorsqu'on est une femme publique, et je pense à vous toutes, puisque vous êtes toutes dans des domaines qui sont très connus, que ce soit la politique, l'entrepreneuriat ou autre, dès qu'on est une femme publique, on nous voit, peut-être que sur les réseaux sociaux, il y a une forme de possibilité que les gens ont. Ils se donnent le droit d'être dans la critique, d'être dans la méchanceté parfois, dans le harcèlement tout court. Est-ce que dans votre cas, à vous, il y a un travail qui est fait justement pour lutter contre ce genre de choses, surtout dans le numérique? Alors, je me présente, bonjour à tous. Je suis gendarme à la MPF, la maison de protection des familles. Il faut savoir que nous sillonnons tous les établissements scolaires de Mayotte, sauf Mamoudzou, parce que Mamoudzou, c'est zone police. On va à l'encontre des élèves, on leur explique, on leur sensibilise, afin justement que ces genres d'infractions, le harcèlement, les violences, que ça s'estompe. Donc, le harcèlement, c'est de la violence. Il faut le mettre dans son contexte. C'est de la violence et c'est prévu et réprimé par la loi. Et le harcèlement, comme on le connaît, a des formes comme la violence. C'est-à-dire, ça peut être du harcèlement physique, moral ou sexuel. Donc, à partir de là, maintenant, avec la technologie moderne, on remarque que ces violences ne s'arrêtent pas que au niveau du contact physique, au niveau du face-à-face. Il y a d'autres formes comme les réseaux sociaux et autres. Je le rappelle, donc vous êtes gendarme à la maison de protection des familles, anciennement donc la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Vous avez fait vos débuts aussi en Auvergne, parce que je vous ai lancé comme ça, je vous ai même pas présenté. Voilà, vous avez fait vos débuts en Auvergne. Vous êtes en train de préparer aussi un examen pour passer à un autre grade. Pour avoir plus de responsabilités. Pour avoir plus de responsabilités. Qu'est-ce qui vous a inspiré un jour pour devenir femme gendarme? Alors, c'est une histoire assez drôle parce que lorsque j'étais en terminale, il fallait que je puisse prendre un choix. Donc à ce moment-là, j'avais un camarade dans la classe et son père était gendarme. Un jour, son père est venu et lorsqu'il est parti, j'ai dit « mais finalement, moi aussi, je peux être gendarme ». Et il a dit « oui ». Les femmes aussi peuvent être gendarmes. Donc là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que finalement, à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de gendarmes. À cette époque-là, si je m'en rappelle, il n'y avait que Nemati Tumboudani en tant que gendarme mahoraise. Qui est là, d'ailleurs. Est-ce que Nemati peut nous faire un petit coucou, qui nous fait aussi l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, qui a ouvert la porte aussi, par exemple, à vous? Merci, madame. Et parmi les choses qui vous ont marqué, je me rappelle, Nemati, vous parliez de cet uniforme qui n'était pas du tout adapté à la femme à l'époque. Le short, non? Il y avait autre chose? Bonjour. C'était pas prévu. Elle s'attendait pas à ça. Bonjour, parce que je vois qu'il y a des hommes, il y a des femmes là. C'est notre journée aujourd'hui. J'ai vraiment pris plaisir à écouter, à entendre les interventions de ces femmes inspirantes, de ces femmes précieuses ici, au Nana. Et on doit être fiers vraiment de nos femmes ici qui sont pleines de talent. Oui, en parlant un peu de la gendarmerie, comme elle dit, en fait, c'est vraiment une passion. Il faut aimer ce travail. On ne peut pas s'engager comme ça si on n'a pas des tripes. C'est un métier vraiment fort. Moi, j'ai pleinement de plaisir à faire ce métier. Et
quand je venais d'arriver, je vais être courte parce que l'histoire est très longue. Quand je suis arrivée, on était en short. C'était les shorts, c'est vrai. Et donc, moi, j'arrive dans ce milieu toute seule. Voilà. À Métropole, il y avait déjà des femmes depuis 1983. Bon, je rappelle que je suis rentrée en 1993, la gendarmerie. Et donc, en arrivant ici, j'étais la seule. Et en short, c'était un peu... Non, c'était pas un scandale. Ça a été bien aperçu. Déjà, avec les collègues, ça s'est très bien passé. J'ai eu vraiment une intégration qui était vraiment... À l'époque, ils étaient plus dans l'acceptation. Peut-être que les femmes comme vous avez eu moins de mal à vous intégrer. Peut-être aussi, comme il y avait beaucoup de femmes aussi qui faisaient du sport. À l'époque, qui étaient en short, parce que le basket, le foot, le hand, pratiqué par les femmes, elles étaient en short. Donc peut-être que ça n'a pas été trop choquant, même quand j'avais affaire avec le cadi, parce qu'à l'époque, on était encore avec l'état civil cadial, donc il fallait tous les contrôles et les vérifications avec le cadi. Et il ne m'a jamais fait de remarque en disant vous n'êtes pas habillé. On aura l'occasion d'en parler, Némati, promis, dans une prochaine émission. Mais c'était très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le micro pour ces quelques mots. Et on aura l'occasion de continuer cette conversation lors d'une autre émission. Il me reste vraiment peu de temps et j'aimerais vous donner aussi la parole. Tambati, Moussa, vous faites un travail énorme pour la préservation et la transmission de la culture, du patrimoine. Vous êtes gardienne du patrimoine de la culture. Vous avez aussi été nommée chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Vous êtes aussi décoré chevalier de l'ordre national du mérite. Je pense que ça se mérite, tout ça, pour le patrimoine de Mayotte. Ça s'applaudit. Elle est venue avec les 2 médailles. Est-ce que sans la femme, il y aurait encore la préservation du patrimoine à Mayotte? Sans la femme, il y aura pas de patrimoine. Voilà. Toujours la sans la femme, il n'y aura pas de... D'accord, sans la femme, il n'y aura pas ce patrimoine. C'est un travail que vous faites tous les jours, qui n'est pas facile, mais qui est important aussi pour vous. Comment est-ce qu'on peut faire, le conseil que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse préserver justement cette culture, ces traditions de chez nous? Le conseil, il faut aimer. Il faut que nous pour créer. Mayam toujours la gwalu hashimaure. Releza uzura lu hashimaure. Amba nikam tumshika kavabo tunguzin pia hoju kazatsuka. Kastokiri. Banda kastokiri. Assalamu alaikum. J'adore. Kastokiri. Amola votsaha. Ukenafikira za ukrei. Sukembali wade vale tu. Betsa créer. Tsaungale ule kashinda ndo tsaungale ule tsaha wafanye umsaidie tandre mbeli hizo pia tsahazi fikira sukemba wao shinda mlishe mnyaho atambi wamie de fikira yangu mbenza nisaidie watu nuambe na rasulishe tini atu patrimoine tubeleka karaisi kaswanye kama si mtu atsorifanyeo. Il faut tenir en main notre culture et la sauvegarder, le montrer, le préserver et le valoriser. Merci beaucoup. Et c'est ce que vous faites au quotidien. Ça y est, cette émission est presque terminée. Nous allons recevoir un groupe qui va venir aussi nous montrer son savoir-faire dans quelques minutes. Et c'est un groupe, je sais que vous les avez vus, puisqu'ils ont fait le buzz, comme on dit chez nous. Ils nous ont représentés aussi en métropole, à Paris. Voilà, lors d'un grand concours. Les super jeunes donc, de Bandrélé qui vont venir nous rejoindre d'ici quelques minutes. Mais avant cela, nous allons aussi
aussi continuer la suite de notre programme avec, en vous donnant la parole en Sufati. Vous êtes là, Tambati, elle dit que c'est très important de pouvoir préserver tout ce que nous faisons au quotidien. Et vous vous donnez aussi pour la préservation donc, de ce patrimoine. Bonjour tout le monde. Effectivement, j'ai pris peut-être une autre tournure parce que j'ai osé créer une entreprise et je rejoins Delphine qu'à Mayotte, les gens nous disent la passion ne peut pas être un métier. Et moi, dans ma tête, je ne bosse pas. Je peux ne pas avoir un salaire à la fin du mois parce que j'ai un objectif. Mon objectif, c'est de montrer aux jeunes qu'il faut qu'on crée des entreprises pour valoriser le patrimoine. Donc, je ne travaille nulle part. Je ne perçois rien dans mon compte à la fin du mois. Je reste comme ça. Lorsque j'ai des prestations, c'est là où j'ai quelque chose. Donc, voilà, j'ai un mari qui est là, la famille, et je remercie ma famille parce que c'est peut-être 3 mères qui sont là. Je ne suis pas là, mes enfants sont gardés. Et une mention très spéciale à la deuxième maman de mes enfants parce que quand je ne suis pas là, c'est elle qui garde les enfants. Et c'est Bibi Mariam, la journaliste que vous avez vue tout à l'heure. Et c'est quelque chose aussi qu'on dit finalement, qu'on fait avec beaucoup de passion pour rejoindre un petit peu ce que disait Tambati, donc pour préserver notre patrimoine et la culture. Frahati Youssouf Saïd, vous vous souvenez peut-être de ces premiers échanges que vous avez eus quand vous deviez justement valoriser la femme dans un domaine en tant que journaliste ? J'espérais que je n'aurais pas à répondre à cette question, mais oui, bon, c'est pas grave. C'est difficile à Mayotte, tout le monde connaît tout le monde. Et parmi mes premiers reportages, les premiers reportages que j'avais à faire, c'était les Miss Mayotte. Il fallait faire un portrait de la Miss Mayotte de cette année, que je ne citerai pas, mais c'était quelqu'un de la famille et à l'époque, c'était très mal vu. J'arrive dans la famille pour faire le portrait. La maman qui me dit « Ah, mwana wangu nakufikira mbodo son sitiriwo. » Alors que mon chef m'attend avec un reportage, je fais quoi? Je dis, mais je suis désolée, mais on a fait le reportage, mais sans la famille. Mais Dieu merci que maintenant, les Miss, ça passe mieux à Mayotte, mais à l'époque, c'était difficile. C'était dans les années 2000. Hein, et moi, j'aimerais en profiter pour donner la parole aussi à la première Miss Mayotte, puisque c'est celle aussi qui a ouvert la porte il y a quelques années et qui s'est dit, je vais montrer ce chemin, je vais y aller, je vais défiler devant tout le monde. Mariam Hassani, merci déjà d'être avec nous. On le disait, toutes les femmes présentes ici aujourd'hui sont des femmes qui ont répondu ou qui vont répondre à l'invitation Maïcha. Alors, ces premiers pas, c'est la première fois, Miss, on a une Miss, on ne s'attendait pas, n'est-ce pas? Ce n'était pas du tout prévu. Vous êtes élue Miss il y a quelques années, vous avez dû défiler là comme ça. Comment ça s'est passé? Comment on convainc déjà les gens à la maison, la famille? Est-ce qu'on parlait de vous ou pas? Avant l'élection, bien sûr qu'on ne parlait pas du tout de moi, on ne me connaissait pas du tout. Mais figurez-vous que c'est ma mère qui m'a poussée dedans, hein, parce qu'elle a entendu une note, en fait, une annonce sur votre antenne, et elle m'a proposé de participer. Et donc, je ne m'attendais pas après à tous les bruits qu'il allait y avoir après, mais j'ai pris pleinement plaisir à défiler, à montrer que les femmes à Mayotte, elles sont belles, elles sont fortes, et elles veulent montrer toutes que Mayotte mérite d'exister et d'être vue dans le monde entier, en France et dans le monde entier. J'avais déjà cette vision à 19 ans. Bravo. Et aujourd'hui, nous saluons aussi celles qui prennent la relève, même si il y a d'autres concours. Je pense aussi à Nasra, notre Miss aussi, qui est avec nous. Voilà, du moment qu'on valorise. Est-ce qu'on peut vous voir un petit peu? Moi, je suis très mal installée. Je ne vois pas mes invités aujourd'hui. Merci à Miss Excellence Mayotte aussi, Nasra, de représenter Mayotte et de représenter aussi la jeunesse. Je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour, puisque Ramlati Ali
Elle va boucler. On va terminer le tour avec vous. Dites-moi. Merci de me redonner la parole. Je voulais juste ici m'adresser aux femmes qui ne sont pas avec nous. Moi, je dis que l'intelligence ne se mesure pas au nombre d'années passées sur les bancs à l'école. On a plein de femmes intelligentes à Mayotte. Moi, je reste toujours admirative de ces femmes qui se déplacent en Thaïlande, en Chine, pour faire le marché, tout ce qu'ils nous apportent ici, alors qu'elles ne parlent pas français, ne parlent pas anglais, ne parlent pas arabe, rien du tout. Pourtant, elles vont faire du commerce. Donc, toutes ces femmes-là sont très importantes. À Mayotte, on a du talent. Les femmes ont du talent. Et pour terminer, je voulais vraiment saluer mon conseiller départemental de Pamandzi qui est là, Daniel Zaidani, et mon premier VP. Sans vous, messieurs, nous n'existons pas. Il faut, voilà. Et juste pour rappeler ici, pour nous autres qui avons eu la possibilité de discuter avec Younoussa Bamana, Marcel Henry, surtout une personne qu'on ne connaît pas vraiment, Maïchat, qui était à l'origine des chatouilleuses à Pamandzi, parce que tous les hommes ont été envoyés aux Comores. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc, il nous expliquait très bien que ce mouvement où on allait chercher Zenam Dere, c'est commencé par les hommes. C'est les hommes qui ont décidé qu'il fallait mettre les femmes devant, puisque ces femmes-là, le gouvernement comorien, qui était à l'époque, qui n'était pas comorien, on était en autonomie, ne pouvait rien contre elles, puisqu'elles ne travaillaient pas. Et c'est comme ça qu'est née notre vocation, parce qu'aujourd'hui, on parle des femmes devant, des femmes qui ont tout fait. Eh bien, il y a eu des hommes avant. Merci à vous et bravo. Merci beaucoup. Taslima, je vous donne la parole pour clôturer. Je crois que Tambati, elle avait d'abord quelque chose à nous dire. Allez-y. Ewa mwana himbu. Excusez. Je voulais vous dire que sachez-vous que vous êtes des femmes battantes, vous êtes des femmes précieuses et des femmes pacifiques. J'adore. Merci beaucoup. Merci. Heureusement que vous ne comptiez pas sur moi pour poursuivre. Merci. Taslima, quelques mots avant de clôturer, vraiment quelques mots avant de clôturer l'émission. Je vais faire très court. Oui, merci à ces messieurs et particulièrement à votre directeur, Monsieur Toufaili Andjilani, qui il y a quelques semaines m'a parlé de cette émission, même il y a déjà plusieurs mois, à la sortie du documentaire Les femmes en politique. Il m'avait dit le 8 mars, j'aimerais faire quelque chose. Et il a tenu ses engagements et je suis vraiment très contente et je tiens à le remercier. Mais vous aussi, Imna, pour tout ce que vous faites pour les femmes à travers votre émission Maïcha, à recevoir toutes ces femmes et pouvoir les réunir aujourd'hui. Mais quelle chance, mais quelle joie, mais c'est le plus beau 8 mars que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et vraiment, je vous remercie et continuons à être dans cette énergie, à partager toutes ces expériences parce que vous êtes tous des lumières et toutes. Et franchement, j'en suis presque très émue, très sens beaucoup d'émotions. Et vraiment, merci à toutes et tous. Et continuons à faire briller Mayotte, à Mayotte, mais au-delà. Et encore merci, Maraba, belle journée à vous de 8 mars. Merci beaucoup. Attendez, on n'a pas fini. Vous parliez justement du directeur avant de clôturer cette émission. Nous souhaitons honorer aussi toutes les femmes qui travaillent au quotidien pour faire valoir les droits et à l'égalité homme-femme. Nous allons appeler d'ailleurs notre directeur régional, Toufaili Andjilani, à venir nous rejoindre. Le seul homme qui est autorisé sur... Pas avec le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Daniel Zaidani et Salim Dere, pour votre présence. Merci beaucoup, Mesdames. Et je le disais tout à l'heure, à travers cet événement, à travers cette émission spéciale, Mayotte la Première a voulu surtout réaffirmer son engagement
en faveur de l'égalité hommes-femmes et des droits des femmes d'une manière générale. Notre émission Maïcha hebdomadaire vise à valoriser ces parcours féminins, à libérer la parole, mais aussi à donner de la force à ces femmes qui sont confrontées aux épreuves du quotidien, aux inégalités, mais surtout aussi à valoriser les femmes inspirantes que vous êtes. Et donc c'est pour ça que je suis fier aujourd'hui et honoré de remettre, disons, le prix Mayotte la première de la femme, du rayonnement féminin. C'est un peu l'idée qu'on a eue, du rayonnement féminin, à une femme qui incarne un peu ses valeurs d'engagement, de détermination, de persévérance pour l'égalité femmes-hommes ici à Mayotte. Je parle de vous, Madame Taslima Soleiman. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas. Elle a déjà un micro. Venez à côté de moi. Je sens que ça va partir. Un mot? Un peu difficile. Merci beaucoup. C'était une surprise. Elle ne savait pas. Je vais la laisser reprendre un peu. Très très belle surprise. Merci vraiment. Merci beaucoup. Je vous dédie à toutes les femmes de Mayotte ce prix. Parce que comme je disais encore une fois, c'est vraiment grâce à toutes et tous que j'arrive au quotidien à mener ces combats, à essayer de faire avancer les choses. Et vraiment, je suis honorée. Vraiment, je suis vraiment honorée et je n'en reviens pas. T'es complice? Non, pas du tout. On ne le savait pas. C'est une façon, effectivement, à nous, voilà, de vous remercier. Vous qui portez haut les combats de toutes ces femmes et qui représentez aussi ces associations. Et puis, en fait, on l'oublie souvent, mais la déléguée aussi, le 7 mars, comme par hasard, c'est son anniversaire. Voilà. Donc, bon anniversaire également à vous. Merci beaucoup. Il faut absolument qu'on termine l'émission avant que ça parte en pleurs. Je tenais à toutes vous remercier, mesdames. Je sais qu'on vous appelle à chaque fois. Venez dans l'émission Maïcha et vous êtes tout le temps présentes. À chaque fois qu'on vous appelle, vous venez ici. Merci sincèrement, merci du fond du cœur de venir vous livrer, de venir partager vos expériences, aussi de montrer l'exemple à cette nouvelle génération de comment est-ce qu'on nous devons prendre notre place en tant que femmes. Et je vais rendre l'antenne avant de partir aussi en émotion. Ça me touche énormément de toutes vous voir ici. Et puis, merci à la réalisation, à toutes les personnes en tout cas qui ont réalisé cette émission, une réalisation qui a été dirigée par Elie Assal. Merci également donc à la communication de Mayotte la première qui a pu mettre en place cet événement, donc Christine Mkadara, et puis à la direction régionale et à toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. On va finir en musique. Voilà, que serait une journée de femmes sans le Mbiwi? Mais avant d'aller au Mbiwi... Ah oui, pas le Mbiwi, ok. D'accord. Avant d'aller au Mbiwi, un petit extrait de Tambati, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tambati manasha dimtiti kabla usunropara wanahiri mwali wakaondoa nesidza tena uzuri wa Maore waliwahiriwa super jeune de Bandele na mlindi mwana pavri suvulikia mwana shadi wa Maya Turabuzi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, directeur Mbetu ya wera. Baraba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufiri lana warihamna udihuluna jamwa ta umati wa Muhammad ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbi swali ala nabi Muhammadi
كل سرور بدا بشهر المولد شهر بدا في جمال محمد في ليلة منه أضاء للورى نور لمؤيد بالفخار لأوهدي صلي وسلم ويبارك عليه وآله. Marhaba, merci. Merci. Merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on applaudisse ces jeunes qui vont nous montrer leurs prestations. Ils ont participé à un concours également à France 3. Et c'est ainsi que nous allons clôturer cette émission. Ce sont les super jeunes de Bendélé. Et encore une fois, merci à vous toutes, mesdames. Aye, asimwanale. Nine wasina wanyuleo. Muriri tasirija. Aya. Lolo lolo bwana, lolo bwana, lolo bwana kilolo bwana, uva moja inara. Lolo bwana, ay lolo bwana, lolo bwana kilolo bwana, uva moja inara. Lolo bwana, lolo bwana, lolo bwana kilolo bwana, uva moja inara. Lolo bwana, ay lolo bwana kilolo bwana inara. Lolo bwana. Lolo bwana, lolo bwana kilolo bwana, uva moja inara. Lolo bwana, ay lolo bwana, lolo bwana kilolo bwana, uva moja inara. Mana gitara, via viti so matara. Viatika iso mandia, oh dia mama. Lolo bwana, ay lolo bwana, lolo bwana kilolo bwana, uva moja inara. Mana gitara, ya biti so matara. Viatika iso mandia, oh dia mama. Lolo bwana, uva moja inara. Lolo bwana, ay lolo bwana, lolo bwana kilolo bwana, uva moja inara. Anyawe uva moja, lazima rende, uva moja, lazima rende. Anyawe uva moja, lazima rende, uva moja, lazima rende. Anyawe uva moja, lazima rende, uva moja, lazima rende. Anyawe
mushe saluva. Uzure, mutu mushe saluva. Uzure, mutu mushe saluva. Uzure, uzuri saluva. Uzuri maole, mutu mushe saluva. Uzure, uzuri saluva. Aye mutu mushe saluva, mutu mushe. Aye mutu mushe saluva, mutu mushe saluva. Aye mutu mushe saluva, aye mutu mushe saluva. Aye mutu mushe saluva, aye mutu mushe. Aye mutu mushe saluva, aye mutu mushe. Aye mutu mushe saluva, aye mutu mushe. Aye kababaye, aye kababaye, aye kababaye, aye kababaye, aye kababaye, aye